Très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, dans le cadre de votre émission Web Presse. Déjà, je vous informe que pour ce samedi, plusieurs sujets sont à la barre. Nous allons ouvrir avec le procès sans jour. Vous êtes au courant que la Cour de cassation vient d'annuler la décision de la Cour d'appel. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous allons en parler tout à l'heure avec mes invités. Nous parlerons également de détention, interpellation, audition, je ne sais pas. Trois verbes qui se chiffonnent entre eux dans cette histoire avec le ministre des Hydrocarbures. Il a été auditionné à l'ANER et il y a même passé une nuit là-bas, mais juste après on l'a libéré et en sortant de là, il a déclaré qu'il n'était pas auditionné pour l'histoire d'un quelconque détournement. Nous allons en savoir plus tout à l'heure. Au cours du débat, nous parlerons également de la libération de Thomas Lubanga, sans oublier la nouvelle loi électorale à l'Assemblée nationale. Alors sur ces plateaux, je suis avec deux invités, ils seront au nombre de 3 d'ici là, le temps que l'autre n'arrive. Donc je suis avec Patrick Kalinga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Maggie, et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Ça a toujours été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Vraiment. Et juste en face de Patrick, je suis avec John Loudal. John Loudal. Ah, c'est pas un nom congolais. Loudal. John Loudal. John Loudal, c'est un nom congolais? Oui, c'est un nom congolais. D'où comme ça? Je suis de Luisa. Ah, de Luisa. Ouais. Okay. Du village de Mbambaye. Si, je sais. La question n'est pas tendancieuse. Voilà. Bonjour Madame Magui, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois ici pour échanger de tout ce qui est de l'actualité de notre pays. Alors John Loudal, la décision de la Cour d'appel vient d'être annulée par la Cour de cassation. La décision a été de réduire les peines de Vital Kamerhe et de Jamal. Mais la Cour de cassation a tranché. Comment jugez-vous la décision de la Cour de cassation? On ne juge pas la décision de la Cour de cassation. Comment analysez-vous cela? C'est un organe, c'est une cour qui a pris sa responsabilité dans les dossiers Kamerhe, d'autant plus que Kamerhe a fait recours, a fait appel à cette cour pour qu'on allège ou bien qu'on puisse carrément la quitter. Mais si la cour a remis encore il a remis juste à zéro ces dossiers Kamerhe, c'est qu'il a jugé bon que sur l'état de la forme, il y a des choses qui n'ont pas tenu debout. C'est ainsi que la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel et remet ces dossiers encore au niveau de la Cour d'appel pour que la Cour d'appel prenne les dossiers à main et cette fois-là constituer d'autres juges ou soit d'autres avocats. Voyez-vous que les avocats de Kamerhe dans ça, c'est comme si Kamerhe partait à zéro. Okay. Parti à zéro, donc ils doivent encore refaire, donc doubler des efforts dans sa défense parce que il y a des dossiers, il y a des choses qui sont en charge de prévenir Kamerhe. Et là maintenant c'est à sa défense encore de se remettre en force pour se mettre en face du ministère public qui est l'accusé de Kamerhe. Donc vous allez comprendre que la Cour de cassation n'a fait que prendre sa décision parce que les dossiers, les dossiers au niveau de la forme n'a pas été bien clôturés ou bien précisés. Merci beaucoup John. Alors Patrick, au stade actuel, on peut dire que non, on ne dit pas, c'est une réalité, Kamerhe reste condamné à 20 ans de prison, c'est ce qu'avait décidé le premier juge. Oui, je crois que c'est déjà très important de le signifier ainsi. Parce que dans la perception déjà de l'opinion a tendance à croire que fini, Kamerhe est libre, etc. Non. Kamerhe n'est pas libre. La haute cour, la Cour de cassation a renvoyé les dossiers au niveau de la Cour d'appel parce que la Cour de cassation estime que il y a eu vice de procédure, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la citation à prévenu qu'aurait normalement fait la Cour d'appel en invitant Kamerhe n'était pas respecté. C'est-à-dire que dans notre Constitution, en son article 19, la Constitution reconnaît à une personne qui est en proie à un procès ou quelqu'un qui est accusé que les tribunaux puissent notifier à cette personne, et surtout lorsqu'il s'agit d'un cas d'appel, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle en droit la citation à prévenu. Mais maintenant,
il y a aussi une querelle juridique qui s'est invitée au débat, parce que je ne veux pas faire du juridisme, mais cette querelle juridique veut que la Cour de cassation, par rapport à sa décision, cette décision n'est pas bien saluée, parce que la Cour La décision de la Cour de cassation n'est pas bien saluée, selon certains juristes, parce qu'on estime que la Cour de cassation, en se fondant sur l'article 104 de la procédure pénale, cet article 104 n'est pas bien interprété, parce que l'article 104, en son alinéa 3, précise que s'il faut renvoyer le cas par rapport à l'assignation de prévenu, il faut nécessairement qu'il y ait un cas d'aggravation lorsqu'on initie un appel. Or, le ministère public au tribunal, lors du jugement au niveau du tribunal, les ministères publics n'avaient pas fait recours au niveau de la cour d'appel. C'est simplement les prévenus Caméré qui est allé saisir la cour d'appel pour revoir le cas. Or, au niveau du tribunal, on avait déjà recueilli la sentence de 20 ans, qui était une sentence maximale par rapport à un cas de détournement. Parce que c'est un cas de détournement, la sentence maximale, c'est 20 ans. Alors, quand on saisit la cour d'appel, c'est juste pour soit réduire la sentence qui était de 20 ans, soit le réduire. Je ne t'arrête pas, je veux juste introduire une question là-dessus. Est-ce possible qu'aujourd'hui, la cour d'appel récomposée acquitte Caméré? Bon, tout peut arriver, hein. On ne peut pas dire que la Cour ne va pas acquitter Caméré, parce que là, il faut répartir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette Cour est composée, mais ça pose aussi un petit souci, parce que déjà au niveau de la Cour d'appel, la personne qui avait jugé ce procès au niveau de la Cour d'appel, c'est les premiers juges de la Cour d'appel. C'est-à-dire que cette Cour qui sera récomposée maintenant, selon la décision de la Cour de cassation, c'est que c'est les premiers juges qui avaient jugé au niveau de la cour d'appel ce procès, qui va choisir d'autres juges qui vont statuer maintenant sur ce cas de renvoi. C'est-à-dire que Caméré soit acquitté. C'est aussi possible, mais il y a aussi, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que ça serait par exemple, si on essaye un peu de spéculer par rapport à ça, mais déjà, le premier juge de la Cour qui va choisir d'autres juges pour statuer sur cette question, je ne vois pas la remise en question de la sentence du premier juge, d'autant plus que le premier juge avait revu cette sentence à la baisse. On est quitté de 20 ans, on est parti à 13 ans. Alors, John Loudal... Mais tout peut arriver, hein. En tout cas, tout peut arriver. On n'exclut pas ces options-là. Au cas où c'est oui, à la question que je posais à Patrick, que oui. La Cour d'appel récomposée a quitté Caméré. Alors, quelles seraient les conséquences aujourd'hui de toutes les révélations qui ont été faites sur ces dossiers? Déjà, sur la place publique, ça fuite mal, parce qu'il y a de ceux-là qui trouvent que cette décision d'acquitter Caméré serait vraiment malvenue, et il y a de ceux-là qui sont pour que la décision de ne pas quitter Caméré, soit de le condamner, soit de le poursuivre en justice, serait aussi le bienvenu. Donc il y a des tendances, donc nous ne pouvons pas dire jusqu'à ce moment quelle sera la cause ou soit la sentence réservée au prévenu Caméré. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la justice puisse dire les droits, que les droits soient dites à l'endroit de M. Caméré pour le fait lui reprocher, pour les accusations, soit les charges qui lui sont imputées. Donc, quand je vais revenir, parce que l'ami a dit que non, le ministère public n'avait pas allé. C'est le ministère public qui est parti d'abord en appel, et le prévenu Caméré a compris qu'il y avait un... Parce que quand le ministère public va en appel, c'était juste pour voir si donc la sentence, ou soit la décision de 20 ans d'emprisonnement de Caméré, le ministère public n'était pas d'accord. Alors, il n'était pas d'accord. Parce que quand on est revenu, quand Caméré est parti en appel suite à ce que le ministère public a fait, c'est ainsi qu'on a eu à juger et rabattre la condamnation à 13 ans. C'est là étant Caméré est parti au niveau de la Cour de cassation pour trouver bien des causes. C'est ainsi que
aujourd'hui, la Cour de cassation a trouvé que sur l'état de la forme, on a eu à léser, on a eu à violer ce qui était de la défense des Caméré. C'est ainsi qu'il retourne le dossier auprès de la Cour d'appel pour que cela soit statué en bonne et due forme. Donc on regarde les dossiers dans le fond et puis qu'on revoit aussi la forme de ce qui sera comme décision. Alors répondez à la question. Voilà. Sur la question, moi, je trouve que acquitter Caméré, quelles seraient les conséquences aujourd'hui par rapport à toutes les révélations? Les conséquences se joueront sur la politique, les enjeux de l'ère. Nous sommes en train de voir les élections qui s'approchent et tout ça, on dira que nous sommes en train d'encourager les détourneurs de la République. Donc, ça ne vaut pas la peine pour les Congolais d'assister à des choses qui ne tiennent pas debout. Acquitter Caméré n'est pas l'acquitter, mais pourquoi on va l'acquitter? Parce qu'il y a eu des tournements et consorts. Donc, révélations ensuite. Nous sommes en train de voir que les Congolais, il y aura toujours des Congolais qui vont s'entrer dedans parce qu'il y aura ceux qui seront pour que Caméré soit acquitté et ceux qui ne seront pas pour que Caméré ne soit pas acquitté. Donc, Patrick, les conséquences vont dans la place sociale. C'est tout ce que moi je trouve à dire. Patrick Kalenga, il y a des rumeurs qui circulent de plus en plus d'ailleurs que Caméré sera bientôt blanchi et que d'ailleurs c'est lui le prochain Premier ministre. Est-ce possible? C'est ce qui se raconte. On ne peut pas enlever le droit aux citoyens de pouvoir essayer de réfléchir par rapport au sort réservé à Caméré. Je crois que on ne peut pas aussi, dans une certaine mesure, vouloir que Caméré ne soit pas acquitté. Pourquoi? Parce que si au niveau de la justice, on estime qu'il y a eu quand même vice de procédure sur le plan de la forme et que, en révoyant cette question dans le fond, on estime que Caméré peut être acquitté, pourquoi pas? Si on l'acquitte, la justice a fait son travail. Et si on ne la quitte pas et qu'on corse encore la sentence, eh bien, la justice, à ce moment-là, a fait son travail. Mais maintenant, au niveau sociétal, il y a des avis qui sont plus rivaux. Ça ne mettra pas en difficulté l'état de droit? Non, écoutez, l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit ne veut pas aussi qu'on arrête quelqu'un arbitrairement, qu'on viole les procédures qui devraient normalement être respectées a priori pour qu'il y ait un procès équitable. Même un condamné a droit à un procès équitable. Si on estime au niveau de la Cour de cassation qu'il y a eu vice de procédure dans une certaine mesure, pourquoi? C'est aussi ça l'état de droit. L'état de droit ne veut pas simplement dire qu'on doit clouer Caméré, on doit l'arrêter, on ne doit pas l'acquitter et qu'on ne doit pas regarder certaines procédures qui ont été violées. L'état de droit, c'est de garantir la justice pour tous. Caméré aussi a droit à la justice. C'est vrai que sur le plan politique, on peut spéculer, on peut dire, voilà, à l'approche des élections, on a besoin de Caméré parce qu'il pèse lourd. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui estiment que Caméré aussi, peu importe, quand bien même la Cour de cassation a renvoyé au niveau de la Cour d'appel, peut-être que la sentence ne va pas changer. Il sera condamné de nouveau et il va purger sa peine au niveau de la prison. Donc il faut toujours... Je suis d'accord avec Patrick dans le sens que à ce jour, nous sommes entre nous, peuple congolais, nous sommes floués dans le rumeur. Caméré sera acquitté, Caméré sera Premier ministre et ça surchauffe et dans ceux qui sont pour Caméré, ils applaudissent. Mais qu'est-ce que ça fait si Caméré, l'individu Caméré, est acquitté aujourd'hui de toutes les tâches qui lui sont reprochées ou soit qui lui sont accusées? Donc l'individu Caméré a les droits. Tu viens de le dire tout à l'heure. Oui, je l'ai dit, ça ne dérangerait pas, mais aussi, si ça ne dérangerait pas aussi longtemps que c'est dans ses droits. Il doit... Tu t'es contredit. Je ne me contredis pas. Il s'est simplement ressaisi. Je me ressaisis parce que je disais ceci. L'individu Caméré peut être acquitté si les droits est dit. Et si on respecte la procédure, s'il n'y a pas vice de procédure, on respecte la procédure et qu'on trouve que l'individu Caméré n'a rien de reproché ou soit d'accusation de tout ce qui lui est reproché, on peut dire les droits et l'individu Caméré est acquitté. Et là, tous nous applaudissons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'état des droits. Le président lui-même a dit qu'il ne va pas, ce n'est pas lui qui doit dire les droits. Il ne va pas dire les droits. Tout le monde qui va applaudir. Oui, tout le monde va applaudir parce que c'est les droits. Tout le monde qui applaudirait, c'est tout le monde qui comprend la chose telle que les droits est en train de nous présenter. Mais tout le monde qui n'applaudirait pas,
c'est tout le monde là qui pense que l'individu Kamere doit être condamné, ipso facto condamné. Le contraire de ça, c'est que, donc, moi, c'est ce que j'ai dit, il y aura des conséquences dans le peuple congolais va s'entrer dedans. Si Kamere n'est pas acquitté, il y aura des conséquences. Oui. Si on l'a quitté, il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas de conséquences. Si Kamere est acquitté, il n'y aura pas... Bon, ça sera un peu toléré, hein. Ça serait un peu toléré, mais s'il n'est pas acquitté, je trouve que sur la place publique... déjà, ceux qui sont entrés dans la joie parce qu'ils disent non, voilà, maintenant, Kamere, la Cour de cassation a tout cassé, c'est que l'individu Kamere est totalement libre. Tu es de quel côté? Je suis neutre, qu'il soit acquitté ou pas. Je suis neutre. Qu'il soit quitté, moi je vais applaudir. Parce que les droits c'est radis. Tu veux répondre? Alors Magui, je voudrais dire une chose. C'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même, il faut revenir à la base. On a quand même vu un président qui a pris comme cheval de bataille la lutte contre la corruption et les détournements. Déjà, on a senti par les actes posés, déjà de prendre son directeur de cabinet et de les livrer au devant de la justice pour... qu'on assiste à un procès. Ces procès a été télévisé. On a vu le moyen de défense aussi des Kamere. On a appris pour la première fois. Des révélations. On a appris pour la première fois. Justement, il y a eu des révélations, mais on a appris pour la première fois qu'il y avait aussi une sanction ou une infraction d'auteur intellectuel. Pour la première fois, moi j'ai appris ce concept-là. Et donc, ça dit qu'un vol intellectuel, c'est-à-dire que nous aussi, on a essayé un peu d'étudier cette question-là, un vol intellectuel, c'est quoi, etc. Et tout. Mais en même temps, Kamere aussi avait donné ses moyens de défense. Mais après, la justice avait dit... Quelle a été la conclusion de vos recherches? Non, c'est-à-dire que déjà, par exemple, la dernière fois, on a eu à parler de la question de Kinshasa Zéro Trou. On a expliqué clairement qu'il y avait un souci en termes de l'octroi de marchés publics par rapport à certains travaux qui devraient être effectués. Maintenant, au niveau de Kamere, comme c'est lui qui supervisait les travaux, c'est lui qui coordonnait les choses. Normalement, le marché qui était donné de gré à gré, selon la constitution, la législation de notre pays, le marché ne pouvait pas être donné de gré à gré. Étant donné qu'il était superviseur, sous le plan juridique, on a estimé qu'il était auteur intellectuel dans une certaine mesure. Mais c'est tellement subtil qu'aujourd'hui, si la justice a quitté Kamere, on ne peut pas se plaindre. Mais il faut aussi comprendre que sur le plan sociétal, il y a des avis plurivoques. Voilà. Il y a des gens qui sont du FCC qui veulent que Kamere soit condamné, et que s'il est condamné, en ce moment-là, on dira que l'état des droits fait son travail. Mais en même temps, lorsqu'il était condamné, ces mêmes personnes ont commencé à dire encore que l'état des droits n'était pas effectif parce qu'on a arrêté un innocent. Voilà. On a arrêté un innocent. Voilà. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, ce sont des appréhensions politiques qui priment sur les jugements qui devraient normalement être un jugement équitable par rapport à ce procès. Alors, John Widal, pendant ces temps, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, auditionné à l'ANER, il y passe une nuit. Juste un jour après, donc après cette nuit, on le libère. Quelle est vraiment la vraie raison de cette audition du ministre des Hydrocarbures? Déjà que le ministre a été retenu au niveau de l'ANER, qui est l'Agence nationale des renseignements, c'est que ces renseignements sont top secrets et personne ne peut les dire tout haut, ou bien personne ne peut connaître les motifs pour lesquels on a dû convoquer le ministre des Hydrocarbures. Il y a deux rumeurs qu'il y a détournement de 200 quelques millions, soit 200 quelques mille de dollars, 243 millions de dollars et consorts. Et quand on a interpellé le ministre des Hydrocarbures, c'est dans le sens de cris ici et là qu'il y aura aussi d'autres têtes qui sont oui, c'est dans le sens que les gens ont dit qu'effectivement c'est sur ces motifs-là que le ministre des Hydrocarbures est interpellé. À cela, tout ce qui s'est passé là-bas, les renseignements qui ont été suturés auprès du ministre des Hydrocarbures, nous n'en savons pas parce qu'il est sorti en homme libre et il est chez lui. Tout ce qu'il y a, c'est nous disons qu'avec les hommes d'affaires, c'est ce qu'on dit, le Congolais lui-même est son propre ennemi. Vous voyez tout ce qui s'est passé avec le carburant récemment. C'est parce que le ministre, donc ça ce que j'ai à entendre, le ministre des Hydrocarbures est venu dans ces secteurs avec des réformes.
Les réformes qui ont fait que les puissants du régime passé, aujourd'hui ne se retrouvent pas dans beaucoup de choses pour ces ministères. Et voilà qu'ils veulent toujours boutiquer des choses contre ces ministres. Donc, essayons de faire bien les choses. Quand il y a des réformes, on applaudit. On a une pénurie de carburant, c'est venu d'où? Donc, en vous en croire, donc le régime passé serait à la base. Il y a des gens qui sont derrière ces dossiers, comme les gens qui étaient derrière les dossiers du ministre des Finances. Oui, je suis certain, parce que, voyez-vous, madame, le grand Kadhafi ou bien les grands pétroliers de la ville ou soit du pays, ce sont les gens qui sont financés par le régime passé. Sur 100%, on retrouvera 80% des pétroliers qui sont financés par le régime passé. Et cela étant parce qu'il y a des problèmes en Ukraine, ils veulent profiter de la crise de l'Ukraine pour dire que non, voilà. Le problème est parti parce qu'ils voulaient hausser le prix du carburant, le litre. Alors que le gouvernement décaisse de l'argent par litre pour chaque Congolais. Mais d'où viendrait l'idée d'hausser le prix de ces carburants, les litres? Parce que l'Ukraine là-bas et ici, ça sort d'où? Donc ils veulent toujours mettre les Congolais en difficulté. Et le ministre des hydrocarbures, quand il a trouvé que non, selon ce que lui est en train de voir, selon l'esprit de l'état de droit, ou soit de l'esprit du peuple d'abord, il veut que tout Congolais puisse bien vivre, qu'il n'y ait pas des engouements pour que cela ne puisse pas frustrer les gens. Donc l'histoire du fameux détournement, c'est un faux dossier, c'est un faux dossier, c'est une farce parce que vous allez voir, d'ici là il y aura des révélations sur les gens qui sont derrière ces dossiers, surtout les grands pétroliers. Ils veulent juste mettre des Congolais en difficulté pour rien. Alors que l'Ukraine est en train de subir ses effets là-bas avec la Russie, ils veulent aussi saboter sinon l'Ukraine. Mais tu trouveras que derrière ça, ça ne sera pas la crise en Ukraine, hein. Ça sera monter le peuple contre le gouvernement place ou bien monter le peuple contre le ministre des hydrocarbures. Parce que quand on a dit qu'il y avait pénurie, le ministre des hydrocarbures est sorti pour dire que non, voilà, il n'y avait pas pénurie et que les carburants devaient être desservis dans des stations d'essence. Attention, l'ANER ne travaille plus avec le régime passé. Hein. Non, l'ANER ne travaille plus avec le régime passé, mais il faut savoir que l'appareil judiciaire et l'appareil de renseignement est en train de faire son travail. Nous ne pouvons pas faire passer un bruit parce que l'ANER ne travaille plus avec le régime passé. Quand on parle de détournement, l'ANER doit interpeller juste pour se rassurer qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Alors Patrick Kalinga, Didier Boudimbu sort de l'ANER après sa libération. Il fait une déclaration, il dit qu'il ne s'agissait pas d'un quelconque détournement. Est-ce qu'il faut le croire? Dans cette affaire, l'incriminé, c'est Didier Boudimbu. Donc, il serait malaisé de pouvoir croire déjà à ce propos. D'autant plus que moi, j'ai suivi son porte-parole, le porte-parole de son parti, Autre Vision pour le Congo, qui a dit que c'était une séance de travail. Mais une séance de travail, oui, et puis il a passé la nuit à l'ANER pour une séance de travail. Déjà, ça, c'est de 1. Et puis c'est tout ce que j'ai dit. Ce qui est un peu inquiété certains téléphone et que un ministre en fonction qui passe la nuit à l'ANER et aucun membre de gouvernement ne se prononce là-dessus. Mais justement, il y a eu silence radio. Déjà, moi je veux dire que l'appareil de renseignement ne fait pas bien son travail. Déjà pour ton information, moi j'ai contacté un proche du président de la République qui dit que cette question-là, c'est une question qui est liée à l'approvisionnement pétrolier. Mais le président ne serait pas d'accord par rapport à la manière dont le service de l'ANER a diligenté cette interpellation-là. Comment prendre un ministre en fonction, comme vous venez de l'évoquer, un ministre en fonction, l'interpeller et le garder au niveau de bureau de l'ANER sans pour autant qu'il entre en communication, d'ailleurs avec le monde de son parti, injoignable, etc. Si nous sommes au courant, à combien plus fort les membres du gouvernement quand même, Patrick Kalinga. Pardon, vous dites? Si nous autres ici, nous sommes au courant. Au courant de quoi? Nous étions au courant de la détention du ministre Boudimbu. À combien plus fort les membres du gouvernement? Non, je ne parle pas de la détention parce que tout le monde était au courant de cette détention-là. Je parle de la communication en termes d'une personne qui peut entrer en contact avec ses avocats. Les avocats de Didier Boudimbu ne pouvaient pas joindre Didier Boudimbu pendant ce temps-là, alors qu'on nous parlait d'une séance de travail. C'est-à-dire que si c'était une séance de travail, le téléphone de Didier Boudimbu devait sonner. Qui a parlé de la séance de travail? Non, mais c'est ça l'argumentaire, même du ministre avant d'aller. Et alors? Le parsec de... Tu t'es plaint, pourquoi? Non, je suis en train
pas de me plaindre. Je suis en train tu de condamnes signifier à nos l'ANER. téléspectateurs le fait que un appareil de renseignement qui se trouve être l'ANER, pour un ministre en fonction, comme étant donné qui se trouve être M. Didier Boudimou, s'il y avait une interpellation, ça ne pouvait pas se faire de cette manière-là. Ça devait se faire comment? Non mais attendez, on ne peut pas, déjà, un ministre en fonction ne peut pas être interpellé, il faut qu'il y ait une procédure. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez une invitation, vous dites que c'est pour une séance de travail. Ben, la séance de travail ne peut pas se métamorphoser en garde à vue. Déjà, de ce côté-là aussi, il y a une vice de procédure. Mais lorsque la Cour de cassation, on a dit tantôt, la Cour de cassation a trouvé que le moyen ou la procédure réservée à Caméré était violée, on a renvoyé le procès au niveau de la Cour d'appel. Mais c'est aussi le moyen de Didier Boudimou. Il a été interpellé pour une séance de travail, mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être joignable par ses avocats? Les avocats devraient s'enquérir de la situation. Aujourd'hui, nous, on spécule par rapport aux motifs réels qui ont prévalu à son interpellation. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y aurait un détournement massif des deniers publics allant jusqu'à 243 millions. Lui-même, en sortant, il a dit que ça n'a rien à voir avec les détournements. Mon ami a parlé des questions top secret. Moi, j'aurais appris, d'ailleurs, sur les ondes de la RFI, on a parlé que ça constitue, c'est par rapport à ses fréquentations récentes. Il aurait fréquenté un homme de nationalité israélienne qui est sous surveillance des services de l'ANER. C'est pourquoi il a été interpellé. Il n'a pas été interpellé tout seul. Il a été interpellé avec son secrétaire particulier. Mais d'où vient l'histoire de 243 millions? Non, mais c'est-à-dire que quand on n'a pas une information au niveau du gouvernement, on donne libre cours aux spéculations. C'est-à-dire que les rumeurs commencent à battre son plein. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Hein. Non, mais il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Mais il faut prouver qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il faut prouver, nous sommes des journalistes. Lorsqu'on vient analyser comme ça, nous devons avoir un élément factuel. L'élément factuel, c'est que le ministre des hydrocarbures a été interpellé et gardé à vue pendant une journée. Et pendant ce temps-là, ses avocats ne pouvaient pas le joindre parce que ses téléphones étaient fermés. Et c'est juste les jeudis que sa femme a pu le joindre et on a autorisé à sa femme de pouvoir le rendre visite au niveau de service de l'ANER. Donc c'est dans une certaine mesure... Alors Patrick Toudal, apparemment les mandataires publics n'ont toujours pas renoncé avec cette histoire de tenter de détourner toujours les deniers publics. Que faut-il faire finalement? Avec tout ce que l'IGF est en train de faire, il y a toujours des détournements qui viennent et va. Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous savez ici, là et présent, nous sommes en train de croire que nous sommes en train de spéculer toujours dans des rumeurs. Parce que même l'IGF, depuis qu'il a commencé son travail de dire qu'on a détourné ça et là, il dénonce qu'on a détourné, mais on n'a jamais vu un procès. Ce n'est pas le premier détournement. Oui, on n'a jamais vu un procès entamé et on a vu les deniers publics être remis dans la caisse de l'État. Donc quand vous dites que vous accusez quelqu'un d'être un détourneur, il faut prouver, aller jusqu'au bout et puis montrer aussi à tous ceux qui ont sali, parce que quand vous salissez la personnalité d'une personne, c'est quelque chose de pas bon. Alors quand vous allez dedans, vous devez aussi amener des preuves, aller avec jusqu'au bout et puis présenter à la face du monde qu'effectivement la personne avait détourné et l'argent était restitué dans la caisse de l'État. Une chose, Patrick disait que non, le ministre ne peut pas être interpellé comme ça. Le ministre n'est pas exempté de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc nous devons savoir qu'il a été interpellé parce qu'il y avait des faits qui témoignaient peut-être qu'il était impliqué dans ça et là. C'est quoi ce fait? Ça, c'est que j'ai dit que l'ANER, c'est une agence de renseignement. Oui. Agence nationale de renseignement. Tout ce qui s'est passé là-bas n'est pas dévoilé. Et quand vous dites que le gouvernement est resté calme, est-ce que le gouvernement qui a déclenché une démarche ou soit des démarches pour savoir ce qu'il y avait sur les motifs d'interpellation du ministre devait être étalé à la place publique, que le Premier ministre ou bien le ministre de la Communication vienne à la place publique, vous dit que non, voilà, il y a ça, on l'a interpellé pour ça, ça, ça. C'est un secret, top secret pour... ce sont des renseignements top secrets pour l'ANER. Donc nous ne pouvons pas amener ça sur la place publique pour dire que non, voilà, il ne peut pas être interpellé. Non, sinon, c'est pas ce que j'ai dit. Sinon, vous risquez de tordre. Non, vous avez dit qu'il ne pouvait pas être interpellé de la sorte. La manière. Oui. Mais
Vous voulez qu'il soit interpellé comme... Non mais attends. On n'est pas parti le prendre. Pas plus tard que récemment. On n'est pas parti le prendre Manu Militari dans son bureau. On a envoyé une invitation sous prétexte il a répondu un homme libre. Un homme libre. Oui. Travail. Et comment le service se transforme en garde à vue? Mais voilà, c'est qu'il y a des choses qui lui sont reprochées. Il y a des choses qui lui sont reprochées, ou soit il y a des choses pour lesquelles lui devait donner des clartés, ou soit la lumière dessus. Mais encore faut-il, écoutez, nous sommes dans une société où les gens ne doivent pas vivre des rumeurs. Les gens ne doivent pas spéculer à tout moment. La détention, c'est une réalité. Pardon? La détention est... Vous savez, la détention est une réalité, effectivement. Patrick, mais la détention, par exemple, je prends le cas de François Béat. François Béat a été détenu pendant plus d'un mois et transféré à Makala. Est-ce que cette procédure-là, elle est normale dans un état de droit? C'est aussi cette façon de faire, Patrick, de l'appareil de renseignement qui fait que, au niveau de l'opinion publique, la perception de l'état des droits soit récusée. Parce qu'il y a une procédure, il y a une manière. Il y a une manière de prendre quelqu'un, d'interpeller quelqu'un ou d'organiser une séance de travail avec une personne. Ok? Donc c'est de cette manière-là que nous sommes en train de décrire. On ne peut pas voiler la face en disant les questions d'État sont à prendre avec trop de pincettes. Non, ça, nous devons le savoir. C'est quand vous parlez de François Béat, vous ne connaissez pas. Jusqu'aujourd'hui, nul n'essaie de tout ce qui est reproché à François Béat. Est-ce normal? Donc, mais vous n'avez pas appris que François Béat a été torturé ou soit fait. Il est là, il est gardé parce qu'il y a des dossiers qui lui sont reprochés. Et ce sont des questions d'État. Nous ne devons pas entrer dedans pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu au juste. Attendons qu'un jour que François Béat soit déféré à la place publique pour un jugement. Nous serons saisis. Le premier devoir d'un bon citoyen, c'est de participer aux affaires de l'État. Lorsque vous évoquez, vous dites que c'est une question d'État, eh bien c'est une question d'État, on peut en parler. Parce que déjà, à partir de ce moment-là, vous n'avez rien à balancer comme argumentaire en disant que, comme c'est une question d'État, on parle de quoi? On ne sait pas d'abord de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. De quoi est accusé le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo? Il est accusé de quoi? Mais c'est tout ce que je disais. Ah ben oui, c'est tout ce que je disais. Déjà, moi, à partir du moment où je ne sais pas a priori de quoi est accusé les ministres des Hydrocarbures, je juge mal le fait qu'on garde à vue un ministre pendant toute une journée. Vous êtes parmi les actifs de ces avocats? Pardon? Vous êtes parmi les actifs de ces avocats? Non, mais on est journaliste, on est informé sur mais alors, il faut faire l'investigation, aller chercher, trouver si le motif pour lequel on a interpellé le ministre des Hydrocarbures, il porte sur quoi? Merci beaucoup. Les questions d'État doivent toujours rester secrètes. Ce n'est qu'à la longue qu'on sera fixé sur ces crimes-là. Nous allons changer de sujet, chers confrères. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, nous allons parler également de la nouvelle loi électorale. Le FCC, Patrick Kalinga, le FCC claque la porte, FCC Kabila, je précise, claque la porte. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y aura pas de blocage autour de l'examen de cette proposition de loi électorale? Bon, l'Assemblée nationale. Écoutez, il n'y aura pas de blocage. De toutes les façons, ces gens-là sont habitués à faire du sensationnel au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne date pas d'aujourd'hui avec le FCC, les députés de l'opposition FCC. Mais ça date depuis l'époque. On connaît que lorsque l'opposition se sent minoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'il faudrait discuter sur une question intéressante et importante, ils ont tendance à vouloir faire du chantage. La présence des députés FCC ou pas, on va avancer. Mais déjà, il faut comprendre que lorsqu'on a convoqué la session de mars, il y avait des questions qui étaient considérées comme des questions d'une importance capitale. Il y a la question de la loi électorale, il y a la question sécuritaire, et puis il y a la question de contrôle parlementaire. Aujourd'hui, les gens sont d'accord du fait qu'il y a certains ministres qui ont été déchus de leur fonction suite à une certaine incompétence et tout, mais en même temps ça c'est du fait du contrôle parlementaire. Le Premier ministre est allé faire une petite randonnée au niveau de l'Est et puis au niveau des Litouries pour s'enquérir de la situation sécuritaire. Mais maintenant qu'on veut qu'on organise les élections en 2023, on met pour discuter sur la question de la loi électorale, les gens
du FCC ou du PPRD claquent la porte. Ben, ils vont claquer la porte, mais vous avez remarqué, moi j'ai aimé l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui a dit que cette question, étant donné que c'est une question d'une importance capitale, nous demandons à nos amis qui ont claqué la porte de pouvoir revenir sur le bon chemin. Comme ça, on va discuter, amener vos cahiers des charges, etc. Vous voyez? Mais déjà dans les états-majors du PPRD, j'aurais entendu qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné pour que les députés du PPRD n'y participent pas et n'aient pas langue avec le président de l'Assemblée nationale. Ça serait simplement ce qu'on appelle de manœuvres dilatoires qui ne vont pas retarder de toutes les façons le processus qui est déjà enclenché. John Vidal, aujourd'hui le FCC Kabila veut qu'on retourne en arrière dans la composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Il faut coûte que coûte un consensus. Est-ce possible d'avoir un consensus sur cette question? Madame, la question de consensus a toujours été une question qui reste toujours pendante parce qu'on ne trouvera pas toujours ce consensus entre les acteurs politiques d'aussi longtemps que la politique aujourd'hui est comme les jeux du ping-pong. Parce que rappelez-vous que quand la majorité actuelle était dans l'opposition, il claquait aussi la porte et les trains avançaient. Oui. Personne n'avait mis de bâtons ou soit de bois devant les trains. Les trains avançaient. Aujourd'hui que les FCC, PPRD claquent la porte parce qu'il faut encore configurer l'équipe technique de la CENI, alors que la question a pris pratiquement quelque chose d'une année ou soit 2 ans sur la composition de cet organe technique, et ils étaient toujours en train de claquer la porte. Aujourd'hui, même s'ils revenaient à la table ronde, ils vont nous donner quelle solution? Ils vont nous apporter un saint qui est sorti de la tête de Jupiter ou ils vont nous amener qui? Donc allez-y comprendre. Oui, il faut faire attention parce qu'ils veulent... Il ne faut pas faire attention à leur claquement ou bien? Oui, il ne faut pas, on ne peut pas faire attention, mais la raison fait que, comme le président de la Chambre basse l'a dit, il a demandé aux amis de revenir pour qu'ils puissent revoir cette loi électorale. La loi électorale en soi parlerait sur quoi? S'il faut qu'on revoie encore le fait de revenir au 2e tour, ça serait bon. S'il faut qu'on revoie encore sur le seuil électoral de représentativité, ça serait possible. S'il faut encore qu'on revoie sur la qualité des suppléants qui vont accompagner nos députés, ou soit les candidats députés, ça serait important parce qu'aujourd'hui, voyez-vous que nos députés viennent après et avec la femme, le petit frère, l'enfant, et quand ils sont aux affaires, et même là deviennent ministres, et ils laissent leurs enfants au niveau des assemblées. Aujourd'hui, on ne prend rien au niveau des assemblées nationales comme loi, à cause de cette faiblesse qui sévit au niveau de cette loi électorale. Donc, s'il faut qu'il y ait des réformes, qu'on voit des réformes dans un bon sens. Pas dans le sens où on va ramener l'FCC, le PPRD à la table et puis on tourne toujours, on se balance toujours dans la boue. Ça ne sera pas bon. Aussi, de claquer une porte à tout bout de champ. Oui, mais ça c'est faire le caprice des enfants. Faire le caprice des enfants. Les enfants, papa Kabila aujourd'hui font aussi leur caprice comme c'était autrefois les enfants, papa Étienne. Chers confrères, nous allons chuter avec la libération de Thomas Lubanga, état de siège. Thomas Lubanga et les autres membres de la task force ont été libérés par la Codeco. Alors, comment expliquer qu'en plein état de siège, la question là, je la pose à toi, John, en plein état de siège, une milice puisse toujours garder inattaquable son bastion? C'est possible? Bon, cette question d'abord de Thomas Lubanga libéré et consort, d'abord lui-même, il est de Djougou, il est né là-bas. Djougou, il a créé son mouvement en 2001, l'Union des patriotes congolais, et qui était soutenu par les Ougandais et puis le Rwanda. Et quand il y a eu élection, le nouveau président est arrivé, le monsieur a été interpellé, et ils ont constitué une équipe de la task force avec les idées d'aller conquérir, soit aller demander aux autres milices de déposer les armes et puis revenir à la raison. Mais voyez-vous d'abord que c'est monsieur de Thomas Lubanga. Lui-même, il est de Djougou, il a créé des atrocités là-bas, dans les coins. Et il a tué, il a violé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais il revient, on le reçoit, on lui donne une mission, il part là-bas. Après, je ne sais pas, une semaine ou soit un mois, il est retenu par la Codeco. Sans être attaqué. Comment ça s'est fait? Un ancien chef de guerre qui connaît bien les coins, qui connaît les techniques, le mode opératoire de là, mais qui s'est fait arrêter comme ça, et c'est resté silence.
Et à peine que Kagame est en train de parler de refoulés ou soit de gens qui vont venir de la Grande-Bretagne, et du coup, on nous parle que non, Thomas Lubanga a été libéré. C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait? Quelle opération a été menée pour que Thomas Lubanga soit libéré? Donc vous comprenez que ce pays, c'est comme si c'était une pièce, donc une table de jeu où tout le monde va venir commencer à faire du n'importe quoi. Non, non, nous devons être quand même sérieux. Nous devons être sérieux, les Congolais doivent être sérieux pour voir avec un bon oeil tout ce qui se passe. Et dans ça, l'opposition ne sait pas parler. Il est resté calme parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de mijoter, soit ce qu'ils sont en train de monter avec le monsieur. Donc les officiers ou soit les officiels de l'État qui sont là-bas ne se sont pas encore prononcés sur la libération de M. Patrick Kalinga, dans ces cas, on peut finalement dire que l'état de siège avec la mutualisation des forces avec l'Ouganda, il n'y a toujours pas de résultats escomptés. Bon, je serais tenté de répondre par l'affirmative, effectivement, parce que déjà à en croire les leaders communautaires de ces deux provinces, tout porte à croire que l'état des sièges n'arrive pas à pacifier cette partie, ce coin du pays. Déjà, le Premier ministre, avec une forte délégation, sont descendus là-bas, mais on leur a dit des choses qui pouvaient réqualifier déjà cette question. D'ailleurs, la réqualification, c'est une proposition qui a été faite aussi par le PPRD. Le PPRD demandait une réqualification de l'état des sièges parce qu'il n'y a pas eu fortement une évaluation de l'état des sièges. Mais déjà, pour revenir à cette histoire de Thomas Lubanga. Donc, comme pour dire qu'il faut rejoindre le camp de ceux qui pensent que l'état de siège ne sert à rien. Non, on ne peut pas dire que l'état des sièges ne sert à rien. L'état des sièges, c'était une stratégie développée par le gouvernement pour arriver à pacifier l'Est. Mais par rapport à l'évaluation, à l'expérience vécue, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Et donc, du coup, il faut réqualifier quand même. Il faut une certaine évaluation. On ne peut pas aller comme ça jusqu'à nous cogner contre le mur. Déjà, si on vous dit, les gens qui sont sur place vous disent que il y a un problème. Déjà, les militaires qui sont là depuis 2 ans, c'est eux qui fonctionnent, alors que les recommandations qui ont été formulées par la société civile de ces deux parties du pays voulaient que ces militaires soient délocalisés pour permettre à d'autres militaires de venir opérer dans ce coin du pays. Si ces recommandations n'ont pas été prises en compte, c'est tout à fait logique que ça accouche de petites souris noires. Et donc Thomas Lubanga, qui a été arrêté, la Codeco déjà, après avoir arrêté le membre du Task Force, avait demandé au gouvernement de s'imprégner de leurs demandes. Il y avait des revendications, entre autres mettre un terme par rapport à l'état des sièges. Et la visite du Premier ministre, moi, ça me pousse à croire que d'ici peu, on va déjà mettre un terme à l'état et on va fléchir encore davantage par rapport aux milices. Et donc, si ce sont les milices qui donnent quand même qui peuvent faire fléchir le gouvernement par rapport à une stratégie qui n'est pas efficace sur terrain, ça pose un problème de l'État. Mot de la fin. Oh, je vais juste dire que le gouvernement se prenne en charge, qu'il y ait un peu une dose de dictature dans beaucoup de choses, une dose de forcer les choses à l'Est pour que les choses aillent de l'avant, pour que la guerre cesse. Moi, je dirais que l'état des sièges, ce sont des avancées. On souhaite bien que ça réussisse pour que la paix revienne à l'Est. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision. Vous avez été nombreux à suivre cette émission religieusement. Comme d'habitude, retrouvez-nous déjà ce lundi en rediffusion. Et moi, je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir.